Donc, la parole, on donne la parole pour une durée 45 minutes. Merci de nous donner la parole. Nous sommes très heureux de présenter nos travaux. Et puis merci de participer. Après, Sylvie, en fait, je trouve que c'est bien, ça va se compléter. En tout cas, on va avoir deux discours autour de la question des plantes. Donc là, c'est un travail interdisciplinaire et en fait, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs individus qui travaillent et c'est vrai que nous, on voit l'interdisciplinarité comme faire dialoguer des méthodes et des savoirs. Et donc, en fait, on a plusieurs collègues, des biologistes. Et donc, on fait dialoguer, mais on ne fait pas de la transdisciplinarité où en fait, on reste chacun sur nos propres acquis. C'est un groupe composé de Delphine, qui est biologiste, physiologiste végétale. Oui, c'est ça. J'ai une formation de physiologiste végétale. J'ai fait une thèse en biologie cellulaire sur les plantes, toujours. Et puis donc, peut-être on parlera de l'équipe dans laquelle j'étais après. Ouais. Ouais. Et puis moi, Étienne Gracien, donc biogéographe, qui travaillait sur... géographe qui travaille aussi sur la question des jardins religieux en thèse. Donc vous allez voir, il y a certaines parenthèses dans le discours qu'on va avoir. Donc, l'équipe, si ça marche. Donc, Tu penses avec la flèche. C'est la flèche. Avec le trackpad. Le trackpad. Comme on dit. Là, ça marche pour vous. Ouais, c'est l'inverse. Ah ouais, dupliquer, ça peut être une idée, ça. Si tu le dupliques, parce qu'en fait, après, est-ce que tu sais faire ça? Non, je ne sais pas faire ça. C'est bon, c'est pas grave. F8. Ouais, mais lui, il a non, j'ai un Mac, moi. Ouais. C'est ça, de toute façon. Ça me fait plaisir de ne pas faire ça, de ne pas présenter le truc présentation. Ouais. Quand vous êtes en mode présentation, il y a un tout petit en haut qui ne vient pas présenter. Normalement, quelque part. Dans autre petit point, peut-être. Ouais, c'est là. Écran, bien. Ah non. Changer le mode d'affichage. Changer le mode d'affichage. Ça a passé pour l'ordinateur. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on va vous l'animer. Hein, Donc, en fait, le départ de notre réflexion de ce groupe interdisciplinaire, il part en fait de l'enseignement. C'est ça qui est intéressant d'une certaine manière, c'est qu'en fait, il y a un master donc, qui était Paris 7, Paris Diderot, qui est devenu l'université Paris Cité. Un master qui mélange des biologistes et des géographes depuis maintenant 40 ans. Et donc, dans ce master, en fait, on est confronté souvent au végétal et on est confronté aussi à des demandes sociales. C'est-à-dire que ce master, en fait, fonctionne sur des commandes et donc on se retrouve à travailler sur des chartes de parcs naturels, de parcs nationaux. Et donc, le végétal, il apparaît assez souvent et il apparaît dans nos discussions autour d'un café, mais il apparaît aussi autour de travaux, de mise en place de cours. Et la question, c'est de se demander comment on peut aborder le végétal aujourd'hui. Et c'est vrai que de là, on se demande sur les questions, en particulier les différentes crises qu'on traverse actuellement, comment on peut revoir notre relation avec ce végétal. Donc, de ce groupe, ce qui est intéressant, donc là, je vais revenir dans les termes qu'on a utilisés pour notre communication. Ce groupe, en fait, là, l'idée, c'est qu'on a d'abord, on travaille sur la question de la parenté, qui est alors ici vue en fait de plusieurs manières. Alors, c'est pas la parenté type consanguinité, c'est pas dans ce sens, c'est pas du tout qu'on le voit. Mais derrière la parenté, en fait, il y a... Je retrouve mon petit papier sur lequel j'écris. Il y a d'abord une question de lien unissant des individus qui descendent d'un ancêtre commun. Donc là, il y a bien l'idée de la phylogénie. Donc ça veut dire, et ça en fait, ça convoque un collègue qui travaille avec nous, qui s'appelle Patrick Laurenti, qui lui est généticien et qui, lui, en fait, avec lequel on a des discussions souvent sur cette question de la phylogénie. Ensuite, il y a aussi derrière l'idée de parenté, c'est des caractères communs à des êtres vivants appartenant au même groupe. Donc ici, quels sont les paramètres communs autour du végétal et plus largement végétal et animal et humain. Et puis après, il y a la question aussi derrière cette parenté,
c'est des similitudes de conception et de comportement. Donc ici, ça renvoie en fait à plutôt les sciences humaines, ici aux géographes. Donc ça fait qu'en fait, on pouvait aborder en fait cette parenté sur différents angles. C'est-à-dire pour ça qu'on parle de sœurs, et vous allez voir, on va vous expliquer pourquoi on utilise ce terme-là. C'est parce que en fait, ça renvoie en fait à des spécialités qu'on a chacun et sur lesquelles on a en fait chacun nos points de vue et nos méthodes. Pourquoi Denis Chartier, vous l'avez mis à côté? Parce qu'il n'était pas là quand on a fait la photo. Désolé pour lui, mais bon, mais on l'a rajouté. Alors, donc ensuite, voilà, 3 spécialités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à porter une thèse en fait, qui porte sur la question de la sensibilité des plantes et qui est en fait actuellement portée par Lucia Silva Bonfanti et qui, en fait, ici, voilà, est co-portée entre la géographie et la biologie. Quelque chose à rajouter? Non, Non, c'est bien. Ok, donc on continue. Donc de là, en fait, suite à nos discussions, on s'est dit, tiens, il y a donc en phylogénie, en génétique, on parle de sister, en fait, sister group. Sister group, c'est ce qu'on appelle en français groupe frère, traduit comme ça. Je vais leur expliquer après. Ben, tu te T'inquiète. expliquer après. Donc c'est en fait des groupes frères, c'est des individus qui ont un ancêtre commun et qui ont des mêmes caractéristiques. Donc de là, on s'est dit, bah, c'est vrai que les plantes sont des groupes frères ou des sister groups. Alors, le groupe sister, on était content aussi de le prendre parce qu'il y avait un côté féministe aussi, c'était aussi pour défendre les plantes. Donc le terme sœur nous allait aussi en fait dans la traduction. C'est pour ça qu'on a écrit aussi un article sur nos sœurs les plantes. Puis on n'a pas fait nos frères les plantes. Voilà, puis en plus c'est la plante, pas le plante. Donc de là, on a mis en place on a fait un colloque dont en fait Sylvie a participé d'ailleurs, elle était là. Donc, on a organisé un colloque. De là, est-ce que je te passe la parole? Oui. Bah, après, si tu veux parler Ouais, bah, du... donc, donc ce qui est intéressant, bah, je l'ai déjà évoqué, mais c'est avec Lucia Silva Bonfanti, donc la doctorante, qui est co-portée par François, mais par l'équipe, on peut le dire. Et moi, sur décloisonner l'approche des plantes avec une démarche multiscalaire de la sensibilité de la cellule à la perception des chercheurs. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il y a vraiment une thèse interdisciplinaire. Elle aborde en fait à la fois les plantes à l'échelle des cellules, et en fait à l'échelle cellulaire, on va voir qu'il y a des choses qui sont en commun avec les animaux. Et puis elle aborde aussi en fait la plante, comment elle est abordée en fait par les scientifiques et plus largement aussi dans la société. Donc effectivement, on est parti de cette notion de phylogénie. Et c'est pourquoi les articles s'appellent Nos sœurs les plantes. Donc comme l'a dit Étienne, en fait, le sister group, c'est le terme anglophone qui désigne les groupes frères en français. Les groupes frères qui sont des groupes d'ensemble d'êtres vivants qui ont un ancêtre commun avec une caractéristique particulière et qui fait qu'ensuite, cette caractéristique est restée au cours de l'évolution et a formé ces différents groupes. Donc, on est parti en fait de cette phylogénie-là, c'est-à-dire de cette évolution-là, pour comprendre l'histoire phylogénétique du vivant et finalement ce qui nous rassemble, les plantes et autres êtres vivants. Donc, la vie, elle est apparue, vous voyez, à peu près il y a 4 milliards d'années. C'est une cellule hypothétique qu'on ne connaît pas réellement, qu'on imagine, qui est commune avec des caractéristiques particulières, qui est plus une bactérie hypothétique. Et voilà, en fait, les 3/4, les 2/3 de l'évolution des êtres vivants est commune entre les plantes et les animaux. Et à partir d'un certain moment, donc plutôt vers 2,5 milliards d'années, il va y avoir des changements, des apparitions de certaines caractéristiques, comme la capacité à faire la photosynthèse. Ça, c'est ce qui va apparaître chez les cyanobactéries. Donc, en fait, c'est les stromatolites que vous voyez là. Alors, je ne sais pas, les stromatolites que vous voyez là sont faits de cyanobactéries, sont des fossiles de cyanobactéries. Et au cours du temps, comme ça, vous avez des endosymbioses, c'est-à-dire qu'il y a fusion entre cellules eucaryotes, c'est-à-dire cellules qui ont des noyaux, comme nous avons des cellules eucaryotes et les plantes également. Fusion donc de mitochondries et de cellules eucaryotes primitives qui ont donné ensuite les eucaryotes qu'on connaît aujourd'hui et la mitochondrie qui est à l'intérieur de la cellule, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et d'autres endosymbioses qui apparaissent plus tard au cours de l'évolution, endosymbioses secondaires, pour lesquelles une cyanobactérie potentielle a été
a fusionné avec une cellule eucaryote. Et c'est ce qui a donné les cellules capables de faire la photosynthèse. Donc, les cellules qui aujourd'hui sont responsables. Ah, t'arrives assez Ouais. bien? Ok, cool. Voilà, qui forment aujourd'hui les plantes. Alors, on parlait de différents individus plantes. En fait, les plantes, ou du moins le règne végétal, n'est pas monophylétique, c'est-à-dire que ça n'est pas un groupe seul. Il existe plutôt différents groupes. Donc, par exemple, les algues brunes peuvent être considérées comme du végétal et pourtant, elles ne sont pas un groupe monophylétique puisque à l'intérieur, il y a d'autres groupes. Donc, en fait, ce qu'on a appelé, vous voyez, vous avez algues plantes, ici plantes terrestres. Donc, c'est ce que le règne des plantes, en fait, plantae, c'est ici, c'est ce groupe frère-là, ou sister group que vous voyez ici. Et ensuite, il y a les algues rouges et les algues brunes qui, en fait, ne sont pas des plantes au sens règne plantae, au sens algues vertes et plantes terrestres. Et donc, en fait, les animaux et les plantes, à un certain moment, ont un ancêtre commun, quand on regarde dans l'histoire évolutive du vivant, qui fait que nous sommes quand même un groupe frère, où on a un ancêtre commun à un moment donné, qui peut permettre de définir des caractéristiques communes, et en particulier au niveau cellulaire. Donc, si on regarde d'un peu plus près chaque cellule, grossièrement généralisée entre une cellule animale et une cellule végétale, il y a des choses communes qui sont communes donc, depuis des millions, des milliards d'années. En particulier, donc, les mitochondries, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le siège de la respiration cellulaire. Les noyaux que vous voyez ici, dans lesquels on va trouver l'appareil génétique, enfin le génome de l'individu, et donc l'ADN qui va porter toutes les caractéristiques génétiques, et toute la mécanistique d'expression de ce génome-là, elle est commune aux plantes et aux animaux. Et il y a d'autres organismes communs que je ne vais pas détailler ici. Pour les cellules animales, il y a certaines caractéristiques que l'on retrouve que chez les cellules animales, qui sont les centrioles. Et encore, j'ai mis entre parenthèses parce que les fougères et les mousses, justement, peuvent avoir ce centriole-là, qui est un organite un peu particulier, qui est responsable de la structure mécanique de la cellule. Et par contre, en fait, il se trouve que la plante, elle a des caractéristiques qu'elle a acquises en plus des cellules animales. Donc, elle a même des choses en plus que les autres cellules qu'on peut voir du type animal. En particulier les chloroplastes, qui sont le siège de la photosynthèse. Je voulais dire un truc à propos de la photosynthèse, tu te rappelles? Matière organique. Ouais, c'est ça, ok. Effectivement. Ce qui fait qu'effectivement, les plantes ne sont pas dépendantes du carbone, elles sont capables de produire leur propre matière organique carbonée grâce à l'énergie solaire et à l'oxygène, au dioxyde de carbone. Donc ça les rend moins dépendantes du carbone, mais puisque effectivement, comme l'a dit Sylvie, tous les êtres vivants ont besoin de matière organique pour se constituer. Les plantes ont cette capacité-là à pouvoir s'affranchir de récupérer du carbone, puisqu'elles sont capables de le fabriquer. Elles ont une vacuole qui est en fait une sorte de bulle à l'intérieur de la cellule dans laquelle va se trouver une grosse quantité d'eau, parce que les plantes ont besoin d'énormément d'eau juste pour le maintien de l'individu. Donc, une plante qui se tient droite, si elle manque d'eau, en fait, c'est juste que les cellules se sont vidées d'eau et donc elle est toute flétrie. Et c'est aussi une sorte de poubelle de la cellule dans laquelle tout ce qui est toxique pour la cellule va être confiné. Et la paroi pactocellulosique qui permet également, qui se trouve autour de la membrane en fait, de la cellule, membrane qui est commune à celle des cellules, qui va permettre à la plante de se tenir dressée. Pour en revenir à la photosynthèse qui est dans les chloroplastes, ça je l'ai dit en fait. Ouais, c'est bon.
Donc ça, ce sont les caractéristiques qu'on peut trouver communes au niveau cellulaire et c'est les plus évidentes finalement entre les plantes et le reste du vivant, hors prokaryotes. Après, il y a aussi des mécanismes qui sont communs à tout le vivant. Juste le fait d'être vivant. Le phénomène, si on veut. Oui, voilà, exactement. Je reviendrai. Tu vas trop vite. Et alors, on va regarder la vidéo qui est à gauche. Donc, c'est bon? Donc là, c'est des chercheurs et des chercheuses. Ça marche pas? Des chercheurs et des chercheuses qui ont... Dommage. Ah, ça marchait pas la dernière fois non plus. Mais en fait, tu passes à la diapo suivante dès que tu as fait ton truc. Ouais, tu fais là. Ouais, bah ouais, du coup, ouais. Bon, on va faire comme ça, hein. Voilà. Donc ici, les chercheurs et chercheuses, ils filment une plante pour laquelle ils ont administré du glutamate. Le glutamate, c'est un neurotransmetteur qui est très connu dans le fonctionnement du cerveau et du système nerveux chez les animaux. Et il se trouve que le glutamate existe aussi parce que c'est un acide aminé chez les plantes. Et ici, on visualise grâce à une plante OGM, justement, le calcium qui va circuler à l'intérieur de la plante, qui va être entraîné par l'application du glutamate. Là, ça met en évidence le fait qu'il y a une communication à l'intérieur de la plante qui va être entraînée par des molécules qui sont communes chez tout le vivant. Et que donc la plante va être capable d'avoir ce même... Les plantes vont être capables d'avoir ce même mécanistique. Désolée pour la mécanistique. Autre manière, autre façon de communiquer, c'est... voilà. Tu m'attends. Et ici, les chercheurs et les chercheuses, ils ont enregistré les signes électriques de la feuille voisine qui est mangée par cette chenille-là. Et ils regardent si les signaux vont circuler dans toute la plante. Il se trouve que dès l'instant qu'on est vivant et qu'on a une membrane avec des canaux autour de sa cellule qui forment la cellule, tu peux y aller, voilà, on a la capacité d'avoir une signalisation électrique. Donc, vous voyez qu'en fait, la feuille, elle a été mangée par la chenille et on a enregistré le signal de la feuille voisine et en fait, on voit que la feuille voisine enregistre un signal électrique. Donc, en combien de temps la feuille? Là, ça doit être en secondes, Ça va vite, hein? minutes, une demi-heure peut-être, un truc comme ça? Une demi-heure? Ouais, ou un quart d'heure, je sais pas. Enfin, 7 heures de grandeur, quoi. Oui, c'est pas... Pas 3 jours. Oui. Donc, il y a des messages qui circulent à l'intérieur de la plante qui sont communs. Donc, le fait qu'il y ait un signal électrique, c'est commun à tout le vivant, même si les plantes n'ont pas de système nerveux. Donc, cette capacité à porter un message par le signal électrique, c'est quelque chose qui va aussi être une caractéristique commune de ce qu'on peut retrouver entre les êtres vivants. Non. Sauf que nous, on va en film, ce sera bien. Ce serait pas ça? Ouais. Ouais. Sauf qu'en fait, tous ces mécanismes communs qu'on découvre de plus en plus, mais qui en fait datent, par exemple, les signaux électriques chez les plantes, ça date du 19e siècle. Ça a été montré par un chercheur qui s'appelle Burdon Sanderson. Donc, ça date pas d'hier, mais pourtant, il y a quand même des freins à admettre qu'il y a des mécanismes communs, il y a des choses qui sont propres à tous les vivants et qui font qu'il n'y a pas de réelle différence dans le fonctionnement du vivant. Et la théorie de l'évolution de Charles Darwin au 19e siècle, qui montre le fait que, qui montre cet arbre phylogénétique, le fait que toutes les espèces actuelles qui sont en haut, en fait, en haut de l'arbre, là, est-ce que je vois la flèche? Ici. Toutes les espèces que vous voyez là sont les espèces vivantes actuelles, ont toutes subi le temps évolutif qui est indiqué en fait en ordonnée ici, et montre qu'il n'y a pas de hiérarchie du vivant. Okay, on est tous évolués de la même manière, dans le sens des temps évolutifs. On a tous subi le même temps évolutif qui part de la cellule hypothétique il y a des milliards d'années.
Et pourtant, quelques années après cette théorie-là, là, tu peux peut-être parler de cet arbre-là. si tu veux. Ouais. Il y a Haeckel qui est celui qui a créé l'écologie, en fait, Ernest Haeckel, qui lui, en fait, nous représente cet arbre, mais avec un côté très finaliste. Vous voyez Menchem qui est à la fin, d'ailleurs, c'est l'homme qui est la finalité, en fait, de cet arbre. Et donc, en fait, on a une vraie résistance, parce qu'ici, on a un écologue, en fait, quand même, de formation, qui est quand même censé avoir saisi, en fait, d'avoir saisi Darwin et d'avoir compris, en fait, que, voilà, on était tous autant évolués les uns les autres. Voilà, on retrouve cet arbre avec une finalité, en plus, de l'homme masculin, en fait, qui est au final, en fait, de cette évolution. Donc, nous, en fait, de là, on s'est dit, quels sont les freins? Quels sont les freins, en fait, pourquoi, scientifiquement, on a du mal, dans les sciences occidentales, pourquoi on a du mal française. Donc, pourquoi on a du mal à intégrer en fait ce genre d'idées et pourquoi il y a une telle résistance. Donc là, Aristote, on va aller assez vite, mais bon, en fait, la Scala Naturae, en fait, bon, ça, si vous voulez avoir des compléments, il faut lire l'article qu'on a écrit, mais en fait, Je peux poser une question? ouais. Là, vous enchaînez sur la résistance, mais on n'a pas vu quelle résistance. Alors, les résistances, en fait, comme Delphine le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que scientifiquement, en fait, on a déjà vu tous les points communs qu'il y avait en fait, les plantes et les animaux. Ouais. Et Claude Bernard, par exemple, montrait très bien qu'au XIXe siècle, que les plantes, vous pouvez les anesthésier, ce sur lequel, en fait, il n'y a eu aucun travaux qui ont été faits ensuite. Et en fait, il y a tout un tas de barrières, en fait, scientifiquement, en fait, il y a plein de travaux qui n'ont pas été menés en fait, sur des aspects en fait, qui faisaient ces parallèles entre les animaux et les plantes. Tu es d'accord avec moi ou tu as des choses à rajouter? Le parallèle ou juste l'étude des comportements des plantes et que ce soit effectivement les signaux électriques, il y a très peu de chercheurs et chercheuses qui continuent à travailler là-dessus. Les mouvements chez les plantes aussi, des choses qui ont été décrites aussi par Darwin. Et voilà. Donc, en fait, il y a des ah ouais, au 19e siècle, il y a eu pas mal de personnes qui se sont intéressées aux plantes comme pour tous les autres êtres vivants, mais il y a eu un gros gap sur les plantes. Il y a un arrêt en fait de travaux qui pose question en fait parce que ces travaux montraient en fait des points communs, les nombreux points communs qu'on trouve entre les plantes et les animaux. Donc de là en fait, Aristote, on voit ici en fait Aristote qui différencie en fait différents types de règne. Alors, le règne, il n'y a pas que des règnes, puisqu'il n'y a pas que des vivants. Ici, c'est des créations. Les créations dans le sens plus vaste, en fait, que les Suisses. Parce que la création, là, c'est dans le sens de tout ce qui est créé par Dieu. Et donc là, la pierre fait partie de ces éléments créés. Et donc, la pierre, ici, elle est. La plante, elle vit. Donc là, on accepte qu'elle vit. Ensuite, les animaux, eux, on considère qu'ils sont vivants et qui sont sensibles. Et puis, l'homme, évidemment, et lui, il est intelligent, il est sensible, quoi, et il est vivant. Donc, il y a en fait cette hiérarchie, elle est ancienne, et elle est donc elle est ancienne, elle est déjà en fait présente avant les religions, quoi, avant le christianisme d'une certaine manière. Mais en fait, ce que nous on a essayé de voir, c'est en fait quelles étaient les résistances qu'on trouvait dans différents champs. Et donc dans la religion, moi j'ai pu en fait apporter quelques compléments, mais c'est vrai qu'on voit si on lit la Bible, la Genèse en fait montre bien en fait que la plante c'est l'être secondaire en fait, c'est le premier être en fait qui est vivant qui apparaît sur Terre et donc c'est finalement le plus éloigné de Dieu parce que finalement dans la création celui qui est le dernier créé c'est l'humain, c'est l'homme d'ailleurs. Et l'homme, en fait, est lui le plus proche de Dieu, puisque c'est le dernier à être créé, c'est le plus évolué. Donc ça, déjà, dans la Bible, c'est assez évident, en fait. Ensuite, les plantes sont très souvent évoquées dans la Bible avec leur côté utilitaire. Les plantes sont là pour porter semences, pour porter fruits, pour nourrir, en fait, en gros, les humains. Et ensuite, il y a aussi cette idée que l'humain, il est là pour soumettre la création. Et même dans la Bible, si on regarde les premiers textes qu'on a trouvés, le terme, c'était kabash, ça veut dire marcher sur. Donc, c'est de soumettre, c'est des soumissions qui étaient très, très puissantes. Donc, en fait, ici, la planète Terre était, les humains, l'ensemble des créatures étaient données en fait aux humains et étaient là pour la dominer. Donc, ensuite, on le voit aussi dans plusieurs textes bibliques. Bon, après, on va vous montrer qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et par exemple, si on prend l'histoire de l'arche de Noé du déluge, dans le déluge, sur l'arche de Noé, on va prendre tous les animaux, on ne prend pas les plantes. C'est assez étonnant parce que si c'est un déluge, les plantes disparaissent aussi. D'ailleurs,
Et c'est une plante d'ailleurs qui annonce la fin du déluge, c'est le rameau d'olivier. Mais bon, c'est assez étonnant de voir que voilà, là, il y a vraiment un focus qui est fait sur l'animal, pas sur les plantes. Je vais être obligé d'accepter quelqu'un qui vient d'arriver, je vais le faire. Je ne sais pas Non, pourquoi je ça. crois pas, parce que Des fois, c'est ça fait des juste bruits pas- bizarres. ouais, ouais. Ok, donc on va passer à la diapo suivante. Ensuite, bah, ce qui est intéressant, c'est que en fait, bah, les traditions sont toutes complexes et elles traversent des âges, elles traversent des époques, elles traversent aussi des groupes sociaux qui sont différents. Mais en tout cas, le texte biblique et même la tradition chrétienne, en fait, elle a traversé, voilà, il y a eu plusieurs traditions, plusieurs types de lectures. Il y a une vraie herméneutique là-dessus. Et c'est vrai que vous avez en fait aussi une autre tradition qu'on trouvera plutôt dans les psaumes, mais qu'on trouve aussi dans les évangiles, où ici, en fait, on va plutôt, en fait, cette création, elle est proche, en fait, de Dieu, puisque finalement, on rapporte ça, en fait, à la création divine. Et donc, cette création divine, bah, elle est porteuse, en fait, d'une certaine sacralité, et même, il y a une parenté, finalement, qui va être, en fait, dans cette création, puisque, finalement, tout est créé par Dieu. Donc, cette parenté existe, en fait, aussi dans la tradition biblique, et elle va être reprise, en fait, bon, en particulier par François d'Assise, mais c'est vraiment pas le seul qui lui en fait va en fait bon, il y a le Cantique des créatures qui a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui, dans lequel en fait il loue en fait l'ensemble des vivants et en particulier la terre qui nous nourrit. Donc là c'est bien les plantes et qui nous nourrit. Et ce qui est intéressant, c'est que l'image de la terre elle est très originale dans ce psaume parce que c'est la seule en fait qui porte deux entités féminines, la sœur et la mère. Donc alors que les autres c'est des frères. Donc, c'est très intéressant de voir ici qu'il y a aussi une dimension de cette terre et de cette végétation vue comme quelque chose qui est matriciel. Et qui, donc là, il y a un micro qui marche derrière, mais ce n'est pas grave. Et donc, ce qui va être reprise par l'audate aussi en fait, de François, du pape, du 24 mai 2014, qui lui, en fait, son préambule de l'audate aussi, il insiste beaucoup sur cette idée de sororité, et cette idée de la planète étant notre sœur. Et, en insistant sur ce végétal qui nourrit, qui est là. S'il vous plaît, Il y a un micro, s'il vous plaît. Ouais. Joseph qui a son micro. On va le faire pour lui. Dans les participants. Oui, ça va pas. Je vais accepter. Voilà, c'était plus là. Oui. Alors, Il veut pas. désactive, hein. Ou pas. Bon, vas-y. Ah, ça y est, c'est coupé. Ah, ok. Génial. Bon, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, l'autre. Voilà. Donc, on en était là. Donc voilà, donc l'idée de sœur en fait apparaît aussi et est intéressante. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit sister, sœur, tout ça, c'est des choses qu'en fait qui évoquent aussi une tradition biblique qu'on peut reconvoquer en fait et montrer en fait les parallèles qu'on peut trouver ensuite entre nous, le commun en fait, le commun, parce que la création, ce qui est intéressant, c'est qu'elle renvoie à un commun. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est allé voir du côté du biblique et du côté de la tradition chrétienne, mais on retrouvera en fait aussi ces éléments dans d'autres traditions religieuses ou spirituelles qu'on évoquera tout à l'heure. Je pense qu'il faut. Non, faut pas que tu fermes ça. Attends. Avec des flèches. Ouais, je sais. Ouais. Ok. Alors, quels sont justement les. Depuis une dizaine d'années, là, il y a de plus en plus de recherches qui se réintéressent à des façons de percevoir l'environnement par les plantes, et non pas juste en termes de physiologie et enfin, de messages cellulaires, mais aussi en termes au niveau de l'organisme lui-même, quel va être son comportement. Et qui met en fait en lumière les capacités des plantes de plus en plus à percevoir leur environnement. C'est ce qu'on peut appeler la sensibilité des plantes à leur environnement, au sens perception de leur environnement.
et au sens qu'est-ce qu'elles sont capables de percevoir et comment elles vont agir en fonction. C'est pas juste elles perçoivent, c'est qu'elles vont avoir un comportement, enfin, elles vont agir en fonction de cette perception-là. Par exemple, ici, donc vous l'avez déjà vu aussi, ouais, ça a fonctionné. Donc sur la vidéo en haut à gauche, ici, c'est l'illustration de la perception du son par des plantes de maïs. Il y a un son la fréquence majoritaire du son d'une rivière qui a été diffusée sur la gauche. Et vous voyez qu'au cours du temps, en fait, quand on diffuse cette fréquence-là, les racines se dirigent vers la source sonore. Et si on met une autre fréquence, qui n'est pas celle qui est majoritaire dans les rivières, il se trouve que les racines ne se dirigent pas. Ça marche plus? Non. Ne se dirigent pas vers cette source sonore-là. Donc là, ça met en lumière le fait que ces racines-là de maïs sont capables de percevoir le son, et un son en particulier, pas n'importe lequel, et qu'elles vont croître en fonction. Donc c'est ce qu'on appelle un tropisme, c'est-à-dire qu'elles vont se diriger vers la source de stimulation. Ici, en bas à gauche, vous avez l'illustration de la perception du toucher par les plantes. Je fais ça. Donc ici, c'est du Mimosa pudica. Donc c'est la fameuse plante, peut-être vous connaissez déjà, qui est... j'ai vraiment mal... ouais. Ok, très bien. Qui referme ses feuilles quand on la touche. Et il y a de nombreuses recherches qui sont menées dessus parce que c'est assez visuel et que le fait que les folioles se referment comme ça, c'est lié à un signal électrique qui ressemble au signal électrique qu'on peut trouver chez les animaux qui ont un système nerveux central. Et donc, ça illustre quand même le fait que les plantes sont capables de percevoir qu'on les touche. Et même si elles n'ont pas l'action de refermer leurs feuilles après, elles ont quand même cette perception du toucher qui, en général, entraîne un signal électrique, entre autres. Donc, elles sont capables de percevoir le toucher. Elles sont capables de percevoir la lumière, ça tout le monde l'a expérimenté, parce qu'elles ont des photorécepteurs, parce qu'elles ont besoin de la lumière pour faire la photosynthèse. Donc, la partie aérienne de la plante va avoir un phototropisme positif, elle va se diriger vers la source lumineuse, et les racines qui ont encore plus de photorécepteurs ont un phototropisme négatif, parce que leur but, c'est d'aller là où il n'y a pas de lumière, pour l'ancrage et pour capter l'humidité, enfin l'eau. Et donc, les racines vont aller à l'inverse de la lumière. Vous voyez, la source lumineuse, elle vient de la flèche bleue, et donc on voit bien les deux phototropismes différents. Capacité à percevoir la lumière, mais elles sont aussi capables de percevoir des molécules. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de vidéo. Là. C'est bizarre. J'avais mis la vidéo, non? Bon. Elles sont capables de percevoir ce qu'on appelle des composés organiques volatiles, qui sont l'équivalent des odeurs que nous, on peut percevoir parce qu'on appelle olfactifs. Je l'ai mis entre guillemets parce que les plantes n'ont pas d'organes dédiés à l'odorat, donc on ne peut pas appeler ça de l'odorat, mais elles sont capables de percevoir des composés organiques volatiles, dont la cuscute qui était là, qui elle est une plante parasite de la tomate en particulier, et qui va se diriger de préférence vers la tomate parce qu'elle va être capable de percevoir d'où provient cette tomate grâce aux composés organiques volatiles émis par le plant de tomate. Et juste en dernier, la perception du soi, entre guillemets. Ici, dans cette expérience, les chercheurs et les chercheuses ont en fait placé deux plantes côte à côte, deux plantes issues de la même plante mère, c'est-à-dire que c'est le même lot de graines. Donc on peut considérer que ce sont deux plantes sœurs. Eh bien, il se trouve que quand on leur met de la lumière et qu'il y a une feuille ici, cette feuille-là, fait de l'ombre à l'autre plante, ils ont observé que la feuille de la plante sœur se décale, potentiellement pour favoriser l'accès à la lumière ça c'est l'hypothèse, de sa sœur.
si on met deux plantes côte à côte qui ne sont pas issues du même lot de graines de la même plante mère, on n'observe pas ce type de comportement-là. Donc là, il y a une question de reconnaissance du soi, du non-soi, justement, et de collaboration, enfin pas de collaboration, mais D'entraide. d'entraide, ouais. Et j'en passe, j'ai pas tout mis, c'est vraiment des exemples d'illustration de perception de l'environnement. Et on parlait tout à l'heure d'agentivité, là, elle marche plus non plus la vidéo? On a bien préparé notre diaporama, hein. C'est pas grave, je vais vous l'expliquer. La vidéo de gauche, c'est une vidéo qui montre deux haricots et un poteau. Et les haricots, ce sont des lianes, donc elles cherchent un support. Et dans cette vidéo-là, donc, on voit les lianes qui cherchent un support. Je vais mimer le haricot. Et moi, je vais faire le poteau. Ah, tu fais le poteau, merci. Donc voilà, elle cherche un support et il y a un premier haricot qui va trouver le support, qui va s'accrocher et l'autre, elle voit, enfin, elle perçoit a priori que le poteau a été trouvé et donc elle ne s'accroche plus. Elle cherche Enfin, plus dans la même elle va, direction. voilà, Elle elle va change de chercher dans direction. une autre direction. Donc ça pose question de comment la plante, elle est capable de percevoir que sa copine a trouvé un poteau. Ben, on ne sait pas encore. Et la vidéo de droite, c'est un exemple d'acacia. C'est un acacia qui produit des molécules psychotropes dont les fourmis vont se nourrir, elles vont être droguées et elles vont, à leur insu, en tout cas sous l'effet de cette drogue-là, nettoyer la plante quand il y a des choses qui vont se poser sur elle. Donc là, on a manipulation d'animaux par la plante, par ces psychotropes-là. Donc on peut se poser la question effectivement de la capacité, alors ça c'est la définition, c'est ça, de l'agentivité, la capacité d'un être à agir sur les autres et le monde. Moi je suis pas finalement assez calée pour ce type de définition-là. Je préfère que tu en parles si tu veux, mais je trouve qu'il y a un panel de définitions pour l'agentivité, c'est pas évident. Non, non, c'est pas évident, mais c'est vrai que l'idée, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'elles sont capables de saisir des signaux dans leur environnement. Ça, on a vu, vous avez vu des vidéos, et plusieurs types de signaux qui vont du son à la lumière en passant par des vibrations. Et voilà. Et donc, de là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elles réagissent aussi en fonction. Donc, cette réaction, en fait, c'est quand même une réaction à un phénomène. Et donc, l'idée, c'est qu'elles réagissent aussi à bon escient par rapport à un phénomène. Donc, elles ont une certaine agentivité. Alors après, en fait, il y en a qui ont passé le pas en disant qu'il y a une intelligence, mais en fait, l'idée, c'est que d'une certaine manière, elles sont dans l'environnement, elles sont capables de s'adapter aux évolutions de leur environnement, et donc elles ont en fait des capacités agentives. Ensuite, bah, nous, ce qui est intéressant, ouais, il y a pour la main. Donc là, l'idée, c'est que en fait, tous ces travaux nous fait comprendre qu'on a, voilà, on a des communs. On a des communs, et c'est intéressant de revenir là-dessus. Et je pense que en biologie, parce que bon, je suis un biogéographe et moi j'ai fait la taxonomie. En fait, j'ai travaillé sur la taxonomie, j'ai distingué des plantes, et c'est vrai qu'on est sans arrêt en fait sur les questions de biodiversité, par exemple, on est toujours amené à compter les espèces, les individus. Et en fait, on est toujours amené, en fait, par ce corpus de connaissances, à chercher ce qui distingue que ce qui rapproche. Et je trouvais ce qui est intéressant avec ce qu'on fait ensemble, c'est de dire, bah voilà, on a des confrères, des sister groupes, qui en fait faut penser aussi à tout ce qui est homologue. Alors les biologistes parlent d'homologie profonde, j'aime moins, mais en fait tout ce qui fait en fait que en fait on a des choses en commun, à la fois d'un point de vue biologique, mais aussi ça peut aller plus loin, parce que finalement, c'est vrai qu'ils ont des capacités qui posent la question de notre propre aussi capacité par rapport à elles. Qu'est-ce qu'on fait face à cette considération que finalement, bah, elles sont capables de mouvement, elles réagissent à ce qu'on fait. Donc l'humain, en fait, finalement, c'est pas seulement les cueillir, quoi. La cueillette, évidemment que ça a un effet sur la plante, et vous l'avez vu. Parce que d'ailleurs, la vidéo, on aurait pu insister dessus. Là, la vidéo, on voit en fait le glutamate, là. C'est bien une cueillette qui se fait là. Et donc, la plante, elle réagit à la cueillette, mais en fait, elle réagit à beaucoup plus de signaux. Ça veut dire qu'elle est capable donc, des organovolatiles. Les organovolatiles, nous, on en porte et on en distribue. Donc, la question, c'est de savoir si elle nous reconnaît peut-être, quoi. En fait, c'est tout un tas de choses en fait, qui fait que la plante, en fait,
elle est dans son environnement et elle nous perçoit. Et c'est une vraie, en fait, ça renverse, en fait, ça bouscule en fait notre manière de concevoir en fait ces plantes comme immobiles, inertes, etc. Et de voir en fait comment on peut reconsidérer en fait cette relation. Donc ça remet en cause, bon, après le naturalisme, ça on est tous d'accord. En plus, bon, le terme, on l'aime moins, bon, c'est Descola qui l'a mis en place et qui permet de distinguer en fait ces ontologies. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on a des relations qui se tissent, des liens qui se tissent avec ce végétal, qui sont de l'ordre sensible, mais qui sont de l'ordre aussi de notre cellulaire, donc qui sont à la fois de l'ordre donc c'est pour ça que c'est plus loin que le naturalisme. Ça pourrait être si on regarde les ontologies de Scola, ça pourrait être de l'animisme, parce que finalement, on a des modes de relation qui se font avec ces plantes, qui sont en fait de l'ordre physiologique, mais aussi de l'ordre des sens, de l'ordre de notre voilà. Donc et puis aussi de l'ordre de notre être en soi et qui peut dépasser en fait qui nous demande de réfléchir à cette relation avec ces plantes. Voilà, ça, après, ce qui est intéressant, c'est que nous, ça nous a engagés dans des discussions sur la finalité ou sur le rationalisme. C'est tout un tas de discussions en fait, qui se mettent à émerger en fait, sur notre propre protocole de recherche et sur notre manière de concevoir en fait, ce vivant en géographie, en sociologie, et aussi en génétique et en biologie. Surtout qu'en biologie, finalement, il y a quand même un retard par rapport à toutes ces questions-là. Et il y a encore des freins énormes sur des travaux de recherche de ce type-là qui ne sont pas forcément évidents à publier dans la communauté biologique. Juste par le fait de la thématique de recherche abordée. Donc, il y a encore énormément de choses à découvrir en biologie qui manquent en fait depuis un certain temps. Et nous, on le vit à chaque fois, parce qu'on publie, on essaie de publier, en tout cas, des articles on a une très forte résistance en fait dans le milieu des biologistes, beaucoup plus que finalement dans le milieu des sciences humaines, en fait, parce que, par exemple, sur l'article Sister Plant, on a eu 3 reviewers et un des reviewers est allé au point Goldwyn, nous traitant de nazis, parce qu'on osait dire que les humains étaient des animaux. Donc c'est très impressionnant de voir en fait jusqu'à quel point en fait ce thème en fait peut rencontrer des postures qui sont au-delà des positionnements scientifiques, au-delà de l'expérimentation scientifique, mais des postures qui sont très profondes en fait et qui sont profondes pour tout le monde, quoi, que ce soit le scientifique, mais aussi tous les agents. Les acteurs, les habitants, en fait, on a chacun en fait ces postures qui influencent ensuite notre propre manière d'être avec les plantes. Voilà, et puis donc, en fait, là, c'est grâce à Denis, d'une certaine manière. On s'ouvre en fait aussi à d'autres ontologies. C'est vrai que Denis nous a permis d'aller voir en fait les autres ontologies, donc voilà, en Amérique latine, de voir un peu comment ces autres ontologies concevaient en fait ces plantes et en quoi ça ensuite ça influençait en fait aussi des pratiques des plantes et de la manière, et au Japon, puisqu'on travaille aussi avec le Japon, et en fait, on voit très bien qu'ici, il y a d'autres ontologies et que ça fait aussi une science différente. C'est ça qui est intéressant, parce que les Japonais, c'est très intéressant ça. Peut-être en parler, mais c'est vrai qu'on travaille avec les Japonais et les Japonais en fait ont vraiment une autre manière de faire science du fait qu'ils ont ils ont une autre manière de concevoir les plantes avec une vision beaucoup plus circulaire, etc. Ah, oui. Ouais, mais Ouais. Ouais, Vous c'est avez la au fin, bout ouais. ouais, on a bout. On a bout. On a bout. Tout ça pour dire que c'est vraiment enfin, voilà, la genèse de toute cette réflexion, elle est vraiment interdisciplinaire et parce que François et Étienne travaillent ensemble et qu'il y a tous ces travaux liés au master et tout ça, que ça a permis de faire émerger ce type de questionnement. Donc voilà, c'est la richesse de ce groupe-là qui, voilà, on s'entend bien et c'est ça qui est chouette aussi. Et puis, si ça vous intéresse, il existe un podcast qui s'appelle Restez pas plantés là, qui a pour l'objet de faire diffuser les connaissances scientifiques avec un S en général sur les plantes. Et donc, ça intègre sciences humaines et sociales et sciences, Du vivant, biologique. voilà, inhumaines. Inexact. Et donc, il y a des formats documentaires, il y a des formats où on a l'occasion d'interviewer des chercheurs et des chercheuses et c'est vraiment intéressant. Merci de votre attention. Merci. Comment? Sur toutes les plateformes de podcast. Tapez des mots-clés. Spotify, on a un site internet aussi. Là, Voilà. les moteurs de podcast là-dedans. Voilà. Merci. Merci à vous.
Ouais, moi, j'aurais une réaction par rapport à ce que vous avez dit à la fin. C'est que moi, j'ai bien compris que vous aviez une réflexion, enfin, que vous avez une attitude réflexive par rapport à vos propres recherches, en tout cas ce qu'on vous a transmis sur le plan épistémologique, en tout cas. Ça, on le voit bien, et c'est vrai que c'est quelque chose, quand on parle du tournant végétal, ça revient un petit peu. Vous êtes bien dans cette mouvance-là. C'est bien cette mouvance dans laquelle on essaie de s'inscrire. Après, il y a différentes façons de la décliner ou de l'aborder. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est quand vous êtes, bon, pour avoir travaillé aussi pas mal avec d'autres ontologies, on va dire, mais étant actuellement à travers Point de Copenhague sur des rencontres, et ailleurs sur des rencontres avec avec des producteurs, des paysans, des cueilleurs, ça fait un certain temps. Le travail, tu me diras si je me trompe, mais le travail que l'on fait, ce n'est pas de se mettre dans cette posture de dire que, comment dire, en Occident ou dans un certain nombre de pays, ces relations-là ont disparu, mais en fait, elles ont été complètement invisibilisées, elles ont été complètement mises de côté, et ça a été très fort, même en Amazonie, hein, c'est-à-dire il y a des savoirs traditionnels qui n'étaient plus mis en avant parce qu'on avait intériorisé que c'était quelque chose qui n'intéressait pas les Occidentaux, en quelque sorte, ou la science occidentale. Et donc, il y a ce travail de refaire ressurgir, de libérer la parole. C'est un petit peu, il me semble, hein, ce qu'on essaye de faire, nous, de notre côté, dans notre programme, avec aussi des disciplines différentes. Mais c'est peut-être moins les disciplines qui dialoguent entre eux que le groupe qui essaye de dialoguer avec des groupes qui sont, comment dire, en mesure de dire les choses. Après, enfin, on a déjà réfléchi à ce genre de choses, mais il peut y avoir des idées de sciences participatives qui peuvent faire partie, ou même, enfin, oui, participantes ou participatives qui peuvent peut-être faire recherche participative aussi, pour Ouais, lesquelles justement on peut allier scientifiques et ceux qui au quotidien ont affaire à ce type de pratique peut-être. c'est vrai que ouais, je reconnais qu'en fait, là, c'est un dialogue de scientifiques, mais Ouais. c'est intéressant de le faire, en fait. Je Oui, pense que mais c'est une bien sûr, opération, et bien je trouve que sûr. c'est. En fait, le fait qu'on se voit au quotidien, Ouais, ouais. c'est des choses qui, en fait, et après, alors, le fait que ça puisse se traduire ensuite dans notre travail avec les agriculteurs, je pense que là, c'est plus c'est moins mon ressort au celui de Denis, parce que finalement, enfin, nous, on est plus confrontés au territoire Oui. du fait qu'on soit géographe. Mais là, on est plutôt, en fait, l'idée dans ce travail, c'était vraiment de travailler entre nous, de voir un peu comment on peut faire dialoguer des concepts, comment on fait dialoguer nos méthodes. Mais ensuite, après, ce qui est intéressant, c'est que parfois, dans les territoires, on nous pose des questions. Et par exemple, sur la phytothérapie, on a dû travailler là-dessus, sur ces enjeux, en fait, de bains de forêt. Voilà, on commence, en fait, parfois à être, voilà, comment on travaille sur ce sujet avec notre propre bagage et avec notre propre discussion qu'on a eue. Donc, ça veut dire que là, on essaye de tirer, en fait, nos ficelles, à la fois regarder, en fait, d'un point de vue scientifique, comment on peut regarder cette relation qui peut se tisser entre la plante et les individus autour de cette phytothérapie. Donc, on travaille sur les organovolatiles. Donc, on a acheté des outils pour en fait, observer ces organovolatiles. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder ensuite comment, en fait, si on commence à évoquer ces organovolatiles avec les habitants, comment, en fait, ensuite, ça peut les tirailler, comment ça va fait travailler sur eux, sur leur propre relation à la plante. Donc, nous, ouais, on est plutôt je dirais que on n'est pas dans la démarche, je dirais, anthropologique ou ethno qui va chercher l'info et qui la fait venir à nous. C'est plutôt les gens qui viennent à nous et qu'ensuite on dialogue, en fait, entre sciences. Et après, je ne dis pas que c'est mieux, hein. Là-dessus, c'est juste que c'est une autre posture et que c'est pas. Non, Et mais ils de sont toute façon, la complémentaires. plante, en même temps, la plante, parce que vous apprenez, elle agit sur vous aussi, puisque vous Ouais, changez ouais. de posture. Ça, en fait, c'est ça qui est intéressant avec le travail de Lucia, c'est que Lucia, elle montre très bien, en fait, c'est ce passage qui se met en place, en fait, entre le chercheur qui commence à travailler sur les plantes et qui commence, en fait, à avoir toutes ces sensibilités, en quoi ça révolutionne sa propre pratique et sa propre manière de concevoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, elle a vraiment vu d'autres manières de concevoir dans le laboratoire la plante. En fait, la plante n'est pas du tout intégrée de la même manière. Ouais, les sciences sont pas en conflit avec les croyances. On peut être scientifique et vraiment, enfin, c'est complètement intégré. Et même justement, les pratiques
qui ne sont pas scientifiques, les pratiques du quotidien. Alors, j'ai pas les termes sciences humaines et sociales, je suis désolée. J'arrive pas à exprimer les mots, mais Au Japon. oui, au Japon, sont complètement intégrés. Il n'y a pas de scission entre science et, euh, et pratiques. Sacral, spirituel. Ouais, voilà. Ouais. Mm. En ligne, si vous m'entendez, n'hésitez pas à lever la main, poser une question. On vous verra. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, juste un petit peu de background, moi, dans mon métier de vétérinaire, c'est seulement quand je suis rentré dans la SHS que on m'a dit qu'il y avait des ontologies, parce que moi, on passe notre temps à faire des analogies, et pas à mettre par j'ai l'impression que dans le métier de la tech, on passe notre temps à faire des trucs, je ne parle pas je parle pas des ontologies. Voilà. De la même manière, la problématique, moi, c'est l'aspect sujet-objet. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à soit à nommer notre en science, hein, à rendre des sujets, à faire des sujets comme vous faites, hein, vous rendez, vous dites de sœurs, hein, d'accord, vous utilisez toute la lexicographie autour de l'aspect de la personnification. Ou soit c'est des objets qu'on découpe, qui fonctionnent, voilà. Et du coup, moi, la manière dont j'essaie d'aborder ma problématique modèle, c'est d'essayer de sortir de cette dichotomie sujet-objet qu'on a en science, soit des personnes, soit c'est des trucs de la matière. Et du coup, de penser les milieux. Parce que les milieux de vie, pensent des relations, et du coup, on arrête de devoir séparer forcément à faire un choix entre ces deux paradigmes et cette manière de comprendre le monde. Et du coup, ma question, elle revient à la même chose, c'est pourquoi avoir choisi là la notion de personne, de sœur, qui est très fort, hein, quand même, c'est ma sœur. Qu'est-ce que ça change? Et du coup, ça veut dire que vous coupez tout ce que vous pensez en termes d'objets, ou est-ce que, et comment, voilà, comment vous pensez les relations? Excusez-moi, ma question n'est pas très claire, mais elle cherche à sortir de cette dichotomie, forcément. Est-ce que vous essayez de sortir de cette dichotomie? Est-ce que vous la voyez différemment? Je pense qu'en fait, que le terme sœur, on vous l'a dit, c'est de l'opportunisme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait les parallèles de quoi je vous ai dit, quoi. Sœur, c'est sister group. Sœur, c'est dans la religion. Et en fait, en gros, tu vois que tu as l'emploi de cette personnification qui est utilisée. Pour moi, c'est vraiment l'opportunisme pour croiser en fait ces deux mondes. Après, nous, ce que je vous ai dit, c'est on cherche ce qui est commun. Donc, commun dans ton milieu, c'est pareil, c'est la même chose. Le commun, en fait, le commun, tu n'es pas obligé de passer par la dimension individu. Si tu regardes en fait ce qui fait commun dans le milieu, si tu veux, le terme, ça peut être écosystème, là, il y a plein de termes qui peuvent renvoyer à ces communs qui construisent en fait un espace de vie. Ça peut être habitat, ça peut être. Voilà, donc, pour moi, c'est ça qui est important, c'est de voir en fait ce qui fait commun. Après, objet, moi, je suis pas du tout. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai quitté cette manière de considérer la plante comme un objet, quoi. Je pense que là, on a dépassé au XXIe siècle cette manière de concevoir. Alors après, il y a encore, je pense, des pratiques qui restent sur ce. Bah, après, quand on expérimente, en tant que biologiste, on expérimente quand même sur des plantes. Voilà, effectivement, je dissèque les plantes, hein, c'est pas. Tu sais que les hommes aussi. Oui, mais Dans ce cas, Ouais. dans ce qui nous rejoint, Oui, dans vétérinaire. l'agriculture, voilà, Il y a un moment il n'y donné. a pas une relation, il y a des objets qu'on cultive, qu'on sait faire pousser, voilà. Mais Je sais pas, je pour trouve beaucoup de bien. nos collègues, en tout cas beaucoup de gens que je peux voir, hein, je sais, il y a peut-être des agriculteurs qui ont une relation particulière avec Si on s'en rend compte. les plantes aussi, hein, ouais. mais en fait, est-ce qu'on est obligé comment dire, de séparer l'un et l'autre? c'est justement c'est justement ma question, c'est voilà, comme Mais je suis pas certaine. Peut-être que l'un peut aller avec l'autre. Pas forcément objet dans le sens C'est-à-dire que objet. c'est pas très conscient, quoi. Ouais. C'est souvent, moi, mon expérience en laboratoire, c'était qu'il y avait un animisme extrêmement puissant qui était très présent. C'est le côté où on pouvait se défouler, on pouvait parler de ces petites plantes comme si c'était ses bébés, etc. Mes bébés, bon.
Mais en même temps, bon, au fond, c'était quand même business. Voilà, à la fin de la journée, ça finit dans la poubelle, etc. Donc, en fin de compte, mais c'est pas conscient, c'est le manque de conscience, c'est pas forcément le problème qu'on ait des ambivalences, parce qu'on en a tous. Mais c'est au fond qu'elles ne sont pas, comment dire, rendues palpables. Et qu'est-ce que ça sous-tend? Quelles sont les postures qui nous amènent à ça? C'est des formes de schizophrénie parfois. C'est pas seulement des ambivalences. Donc, je veux dire, c'est peut-être ça qui est intéressant De creuser. Ouais, creuser. peut-être, ouais. Ouais. Parce que moi, je vois par exemple certains qui défendent le fait que les plantes sont sensibles, ont une intelligence, etc. Et puis après, à la fin, ils disent, ah, on pourrait utiliser leur sensibilité électrique pour en faire des capteurs pour prédire les orages, et puis pour faire du monitoring dans les champs. Bah, en fait, on est en train de les brancher sur des machines et on vient juste de nous expliquer que c'était des êtres avec plein de propriétés qu'il fallait prendre en considération. Donc, et je veux dire, il y a quelque chose là qui n'est pas... il y a des zones d'obscurité qui sont un peu problématiques, quoi. Ouais, je pense que l'humain, il est tout le temps dans la contradiction, quoi. Parce que je sais pas, Mais moi, je me demande si ça, c'est pas lié à la recherche d'argent pour faire sa recherche. Eh oui. Comment justifier, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, comment justifier qu'on travaille dessus sans justifier pourquoi on le fait et pourquoi ça n'a pas une utilité. Sinon, il n'y a pas d'argent. C'est le travail qui fait compliqué. Comment? C'est le fait de devoir travailler, on vient au travail qui nous conditionne à penser de manière un sujet, un objet. Mais c'est aussi le travail qui nous a fait considérer Oui, c'est vrai. là-dessus, j'ai pas. C'est Et quelques siècles d'histoire, quand même. c'est traversé dans je sais aussi dans les disciplines, c'est quand même, il y a des postures qui sont assez différentes. Enfin, tu disais que chez les biologistes, vous disiez que chez les biologistes, ça va pas de soi, hein, du tout, ces postures-là. En sciences humaines, ça va beaucoup plus de soi parce qu'en fait, on est habitué à interroger les représentations, les liens, les relations. Donc, en fait, il y a aussi toutes ces formations, quoi, qui nous entraînent. Parfois dans des impasses, hein, j'ai l'impression quand même, parce qu'au bout d'un moment, on se demande qu'est-ce qu'on cherche, en fait, à la fin. Qu'est-ce qu'on cherche à... Je ne parle pas de nos recherches, hein, je pense finalement dans ces grandes réflexions sur nos rapports vivants. Il est en train de se jouer une espèce de reconfiguration de nos postures dans le cadre de la crise environnementale, etc., mais qui est loin d'être aboutie. Hein. Rendez-vous dans... Non, au cafouille. Là, il est en train de se passer un changement qu'on n'a pas encore fini de voir atterrir complètement. Ou alors de revenir à des choses qu'on connaissait déjà, comme tu disais, en fait, qu'on fait réémerger. Mais... Bon, après, il y a il y en a, ouais. Enfin, par rapport à la façon de percevoir, il y a il y a des approches, avec un certain nombre d'hypothèses derrière par rapport qui reviennent cette fois-ci, qui se rapprochent cette fois-ci plus à la question de la nature humaine, en fait, oui. Du monde qui l'entoure. Bien sûr. Oui. Mais on On va s'est parler quand même aperçu qu'on avait quelques petits problèmes. Ah bah oui. Donc, c'est quand même ça la question sous-jacente qui nous amène aussi à des interrogations. Je trouve intéressant que tu commences la présentation en partant des OGM, par exemple, ou ce genre de choses, effectivement, pour en revenir à ces choses où on est allé loin et on continue, hein, mais pour loin, ouais, et que c'est un juste questionnement qui émerge. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est ces résistances qu'il y a dans chacun des. Ouais. Je trouve qu'en biologie, c'est super Et alors, intéressant. comment de vous voir. expliquez, vous, en biologie, la résistance? Par des postures héritées de visions chrétiennes, que sais-je, C'est par des outils aussi, je pense, c'est des outils, comme les dit, en fait, le travail, en fait, d'une certaine manière, en fait, tu le travailles. travail, ouais. C'est multiple, quoi, en fait. C'est Les multiple. Ouais. résistances sont... Bah, il y a les termes. Il y a les des termes, ça, questions après, oui, des questions de termes, une terminologie oui, qui ne sont pas acceptées. Ah oui, moi, je crois que c'est le propre de la démarche scientifique qu'elle a été construite. La vision Des questions mécanistique, d'épistémologie, simplement, mécanique, de savoir, type de savoir qu'on peut valider ou pas valider. Et puis des années... Oui, et puis vous parliez desquels
Puis des impasses des après aussi postures, sur la question du vocabulaire, c'est ça qui est compliqué, quoi. Parce qu'en fait, toute la question de l'intelligence, la question de l'olfaction, toutes ces questions, en fait, on se demande toujours quel terme on doit utiliser, parce qu'en fait, ta plante n'a pas du tout les mêmes manières de percevoir. Donc, est-ce que tu inventes un nouveau vocabulaire? Et auquel cas, tu te coupes de toute une société qui ne va pas le comprendre? Ou est-ce que tu... Et ça, Ouais, c'était une vraie question qui a traversé en fait tout le groupe, en fait, François Bouteau, là, qui est avec nous, il fait partie de ce groupe qui travaille sur l'intelligence des plantes depuis 20 ans. Ben, ce groupe-là, il s'est posé ces questions, en fait. Et en fait, le choix a été fait de dire on préfère utiliser le vocabulaire anthropique, quoi, qui renvoie à notre propre, parce que comme ça, on sait, et ça a marché, en fait, d'une certaine manière, parce que 20 ans après, maintenant, on en parle tout le temps. Alors après, c'est lié aussi à d'autres phénomènes, des crises, etc., qui fait que les gens maintenant s'intéressent aux plantes de manière autre. Et je pense qu'il y a aussi ce fait que les scientifiques, enfin, un groupe de scientifiques est vraiment loin, c'est vraiment loin d'être la majorité, c'est une petite minorité, en fait, de biologistes qui s'intéressent à ces questions. Nous, sur nos sœurs de plantes, là, les collègues de François, Ouais, ils disaient que vous êtes des anémistes, vous faites un truc de... Quoi, nous, ils ont Non, non, notre mais- colloque, ils sont pas venus. Il y en a plein qui sont pas venus parce qu'ils ont dit, mais voilà, c'est un colloque d'anémistes, voilà, vous avez parlé avec les plantes, vous êtes Non, des mais fous. le côté des sciences sociales et humaines, c'est aussi, enfin, peut-être que ça apparaît comme ça moins qu'il n'y a pas de rupture aussi forte, mais vous avez quand même des divergences très fortes. Et vous avez en particulier toute une partie des sciences humaines qui travaillent vraiment sur cette question. On a construit, nous, le social en dehors, autonome par rapport à son environnement, dans ses réactions, son comportement, son organisation sociale, etc., etc. Comment on fait pour réintégrer les non-humains, entre guillemets, dans notre structure sociale et comment on en parle et comment ils agissent. Et là, vous avez des écoles qui se développent sur ces questions-là, mais ça reste quand même une minorité, parce qu'il y a de la résistance aussi par rapport à ça, puisque ça va à l'encontre quand même des grandes lois, des postulats scientifiques de départ. En sociologie. En sciences sociales, En sociologie. la géographie, je pense qu'elle n'échappe pas à ça, hein, même si elle a voulu être de réputation plus pluridisciplinaire que les autres. Plus à l'interface. Ouais, mais une interface qui restait assez conforme, je veux dire, au schéma de pensée. Complètement. Enfin, ce qui est dommage, c'est qu'on voit les sciences comme quelque chose de rigide, alors que normalement, c'est en perpétuelle remise en question, en fait. Et enfin, c'est un peu dommage, je trouve que on s'arrête à des dogmes ou des choses. Enfin, normalement, voilà, une hypothèse, elle est faite pour à un moment donné être déconstruite ou évoluer. Donc, moi, c'est ce que j'ai compris de la, de la logique des scientifiques. Bon. Mais je pense à nos cueilleurs, c'est le planter cueillette, c'est le nom du réseau. Et c'est aussi des manières, à côté de savoir ruraux ou un peu ancestraux, de revenir vers ça, de se reconnecter, de ressentir que la plante, elle bouge, elle pousse là et pas ici, les saisons, et quelles que soient les postures. C'est-à-dire que dans les cueillettes commerciales, il y a ça qui ressort aussi. Nous, dans les cueillettes plus situées culturellement qu'on peut observer, il y a quand même ce lien qui est là, qui se tisse. Et donc, c'est quoi la relation à la fin? Et peut-être que dans cette relation se joue une identification qu'il y a des êtres autonomes avec lesquels on interagit, qui ne sont pas juste, surtout la cueillette de plantes sauvages. On ne contrôle pas, quoi. C'est le débat que vous aviez sur est-ce que les plantes agricoles sont les plantes sont naturelles, bah, et peut-être que ça met une distance, alors que le sauvage, interagir avec le sauvage, on se replonge là-dedans, quoi, dans l'altérité. Ça ressort dans les enquêtes qu'on fait quand on m'interroge les cueilleurs. Je me reconnecte. Sont mes voisines. Il y a tout ce champ qui est remobilisé, en fait, dans cette activité-là. C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand on est dans des pratiques, le fait que les plantes choisissent plutôt de se rapprocher de telle plante ou de telle autre, c'est une expérience. On n'a pas besoin de mettre je dirais, on n'a pas besoin de mettre des carteurs. C'est parce que le laboratoire a détruit le milieu, a abstrait la plante de son milieu, qu'elle redécouvre ça, et puis il lui faut des appareils et des enregistrements, comment
dire, techniques pour pouvoir lui redonner une légitimité. C'est la preuve. Mais enfin, l'expérience de pratique des gens, c'est d'avoir déjà observé ça. Et voilà, avant d'avoir industrialisé l'agriculture, il y avait quand même aussi toute une compétence et que les gens, je crois que l'engouement, par exemple, pour la permaculture, il y a un petit peu de ça, parce qu'il y a ce côté un peu expérimental de se dire, ah ben tiens, si je mets telle plante là, tiens, ben, ça va attirer telle autre, etc. Et donc, finalement, bah oui, il y a une, on l'appelle intelligence, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, effectivement, il y a assez intelligent finalement, mais si on l'observe, Si on a une expérience, en fait. si des on a plantes, une ouais. expérience et puis on a la possibilité d'être régulièrement en contact et on a une main dedans aussi. Si on regarde de très loin, ben, juste le week-end, on ne se rend pas forcément compte. Donc en fait, c'est aussi notre détachement, l'urbanisation qui aboutit à ça, parce que globalement, mon laboratoire, c'est extrême. Moi, j'ai travaillé dans des environnements hyper artificiels, il n'y a plus aucun milieu, il n'y a plus rien. Donc effectivement, on va redécouvrir que si on rajoute un petit peu de milieu, il se passe des choses. Après, ce qui est intéressant avec la biologie, c'est quand même on va dans la dimension pas de l'expérience, mais de la compréhension aussi. d'une certaine Ouais, manière. c'est ce que j'avais C'est pour dit. ça, c'est l'étape d'après. Après, on peut faire ce qu'on veut, on peut rester sur l'expérience, moi ça me va à 100%. Mais après, l'étape de comprendre pourquoi en fait cette plante va avec l'autre, comment en fait elle identifie un autre individu, ça c'est des questions en fait sur lesquelles aujourd'hui, De la et connaissance. c'est ça qui est super intéressant, quoi. C'est pour ça que j'adore notre travail avec mes collègues biologistes, c'est que là on est sur un pas, en fait sur un point de connaissance, on est sur un changement de paradigme et on commence, en fait, il y a des outils qui commencent à arriver qui révolutionnent vraiment notre manière d'appréhender le végétal. C'est-à-dire de dire, par exemple, les organovolatils, pour moi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'avant, on n'était pas capable de les mesurer, de les voir. Maintenant, on est capable de les voir. Donc, ça veut dire qu'on est capable de dire, cette plante fait ces organovolatiles. Donc, maintenant, on va dire, tiens, elle fait ces organovolatiles. Pourquoi elle les fait? Donc, on va pouvoir se demander pourquoi. On va demander, mais alors, est-ce que l'autre plante peut quels sont les récepteurs pour ces organovolatiles? Donc, on va regarder les récepteurs. Comment il est. Alors, ces récepteurs, est-ce qu'ils sont capables de prendre tous les organovolatiles ou certains? Donc, il y a des vraies questions scientifiques sur lesquelles, aujourd'hui, on n'a aucune réponse. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est super intéressant. On a un vrai. Et cette question de l'intelligence des plantes fait ressurgir des sujets, alors qui va avec en fait un développement technologique. Hein. Ce développement technologique te permet en fait d'aller d'aller vers des étapes de compréhension qui sont en fait révolutionnaires pour moi. En fait, on est sur une révolution scientifique. Et ça me paraît assez évident. Moi, alors là, je ne le vois pas. En fait, pour moi, je suis d'accord avec ma collègue. Hein, il n'y a pas d'objet. En fait, quand on travaille sur les plantes, en fait, on ne va pas s'arrêter à un objet ou un sujet, qu'on reste sur les deux. Et en fait, c'est l'hybridité entre les deux. Sinon, on se coince. Donc, en fait, faut passer sur les deux pour pouvoir arriver à prendre la complexité de ces plantes, quoi. Si tu te dis, je vais le prendre que pour un sujet ou je vais la prendre que pour un objet, là, tu te fermes en fait, sur toute une partie de la compréhension en fait, du phénomène. Donc, Ma question, c'est, vous êtes dans cette but de recherche, dans cette épistémologie, vous êtes en train d'essayer de reproduire un modèle. je ne suis pas un modèle, là, je pense que c'est compréhension pour moi. Moi, je reste vraiment là sur le truc empirique de base. Un Je modèle suis de. pas du tout dans la. Ah ouais, Ah le ouais, modèle. ouais. Un modèle avec un objectif, il y a quand même avec un objectif de connaissance Ouais. qui poursuit quand même un but de séparer le contexte dans lequel cette plante a vécu, a grandi, a coévolué avec d'autres êtres et une complexité à laquelle elle réagit, qu'il faudrait un modèle aussi complexe que la propre réalité pour déterminer. Et c'est Si on accepte la complexité. Ouais. Je précise en parler, mais c'est justement ça ma question, c'est est-ce qu'on peut faire de la science encore à l'heure actuelle en essayant de chercher des modèles, en extrayant la plante de son environnement, de son contexte, tout ça, ou est-ce qu'au contraire, il est temps de faire de la science dans le contexte en ne cherchant pas à le séparer? Ben Les ça, deux. en fait, vous les deux, et en plus, Pour moi, là, vous répondez à un c'est géographe. complémentaire. Moi, alors là, moi, le Et terrain, il n'y a pas plus de terrain que moi, quoi. Faut travailler. Quoi, pour moi, je travaille Et dans les. pourquoi moi je l'écologie. peux pas tout faire parce que je n'ai pas toutes les casquettes. Non, Mais vous, il y a- vous, dans votre équipe, hein. Parce que là, alors, ça dépend. Qui, enfin, c'est juste qui pour savoir. Bah, Bah, il y a moi, des par équipes. exemple, moi, je travaille sur le bois de Vincennes et voilà, en fait, on travaille dans le parc national des Écrins.
je suis dans un espace qui est hyper complexe, dans lequel, en fait, tu as à la fois des interactions humaines, des interactions. Donc, en fait, pour comprendre le végétal, il faut accepter toute cette complexité. Alors après, il y a des directions que tu es obligé de prendre avec les outils que tu as. Tu es obligé d'accepter le fait que ton outil regarde une chose, mais pas une autre. Mais ça fait partie de la complexité du monde, quoi. Je sais pas. Après, ce qui est en jeu, ouais, du coup, ce qui est en jeu, dans ce que vous posez comme dilemme, hein, ce qui est en jeu, c'est l'intérêt même de faire de l'observation scientifique, en fait, parce que dès lors qu'on pose que c'est bah, complexe. je suis pas sûr que je suis pas sûr que l'objectif ce soit de modéliser. Je ne crois pas que ce soit la finalité, la modélisation. Ah non, on n'a pas de modélisation en tête, hein. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec vous. Effectivement, parce qu'on est encore à chercher à modéliser les choses. Par contre, si c'est pour comprendre, apporter de la connaissance sur le fonctionnement du vivant, je ne vois pas ça comme opposé, le fait d'être en gros en labo ou en extérieur. Je me dis que c'est complémentaire. Je me dis que c'est complémentaire et dès lors pense que c'est complémentaire. dès lors que chaque scientifique pose sa posture et identifie les limites dans lesquelles il travaille et qu'il ne tire pas de son travail des conclusions qui sortent du cadre qu'il a posé. La question des réactions, c'est à partir du moment où on identifie un accès, et j'ai beaucoup apprécié votre temps, mais je vous prie de m'excuser s'il y avait une attention, ce n'était pas du tout dans notre recherche sur sciences plantes, des mers. Non, oui, c'est vrai. C'est intéressant. C'est vraiment la question épistémique, c'est chercher un récepteur, c'est déjà sortir la plante de son contexte. Et c'est ça ma question. Ouais, mais là, l'approche. Après, forcément, quelqu'un va utiliser ce récepteur, même si ce n'est pas vous, pour ça va faire quelque chose qui va faire autre chose. Pour de l'instrumentalisation, en gros. Total. Ouais, je pense que c'est pas notre objectif, mais après, en fait, c'est ça qui est intéressant dans l'approche de Lucia, c'est qu'elle approche multiscalaire, c'est ça qui est très intéressant. D'accord, tu peux prendre ton récepteur, après tu peux prendre ta feuille, après tu prends ta branche, après tu prends ton arbre, et après tu prends la relation de son arbre dans la forêt, et tu prends aussi cette relation de cette forêt avec l'humain qui est à côté, qui va y faire de la sylviothérapie ou je sais pas quoi. Mais en fait, en fait, si tu apportes par échelle, déjà, ton sujet, il est peut-être parfois le sujet, il devient objet. Il y a de la complexité. Il y a la complexité, en fait, la complexité, elle est là. En fait, l'écologie, pour moi, en fait, après, c'est la biogéographie. Moi, je suis un biogéographe convaincu, mais les biogéographes, on travaille sur les territoires et ça fait très longtemps qu'on conçoit, en fait, cette complexité et qu'on l'accepte, en fait. Et d'une certaine manière, c'est pour ça qu'on rentre pas, on va avoir du mal à publier dans une revue de biologie. Ça, c'est sûr que parfois, ils sont un peu. Voilà, il y a des revues qui sont spécialisées et qui acceptent cette complexité et qui vont pouvoir accepter vos travaux. Alors qu'il y en a d'autres qui, elles, sont réductionnistes et vont en fait pas être capables de le faire. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, je pense que nous, on n'est pas dans cette réduction. Et c'est pour ça qu'en fait, on travaille ensemble. C'est parce qu'on accepte en fait, le projet témoigne de lui-même de cette envie de dépasser c'est le blocage. Moi qui travaille dehors, je suis très content de travailler avec des gens qui travaillent dans les laboratoires. Et inversement, toi qui travailles dans les laboratoires et François qui travaille dans les laboratoires, est très content de travailler avec moi parce que d'une certaine manière, on dialogue à chaque fois et puis on montre la limite de chacun de ces types de travaux et ça permet de dialoguer en fait constamment. Ouais. Je vois qu'il est 16h35. S'il n'y a plus de questions, non? Dans ces débats sans regret? très riches. Pas de questions? Pas de. On va peut-être. Oui. On va peut-être. Merci. écouter On va des invités.